On croyait connaître Sophie Davin. Le sourire blond des matins télé, la voix sûre, la remarque qui pique, l'élégance sans effort. Mais derrière cette femme que la France a longtemps regardée comme un meuble familier du service public, quelque chose a basculé. À 62 ans, elle n'avance plus pour plaire, ni pour durer à l'antenne. Elle avance pour choisir. Et dans son sillage, une question s'impose. Que reste-t-il d'une icône quand elle cesse enfin de jouer le rôle qu'on lui avait assigné? Avant d'être ce visage familier, Sophie Davant a d'abord été une jeune bordelaise pressée de quitter les cadres étroits. Née le 19 mai 1963, elle grandit avec cette intuition rare. La vie ne lui suffirait pas si elle se contentait d'être regardée. Elle voulait voir, comprendre, raconter. Non pas poser dans la lumière, mais rejoindre l'endroit où une phrase peut changer le ton d'une journée. Elle étudie l'anglais, l'allemand, décroche une maîtrise en langues étrangères appliquées, puis bifurque vers le journalisme à l'IUT de Bordeaux. Rien alors ne promet encore la longue histoire avec France Télévisions. Rien, sauf une énergie tranquille, presque têtue. En 1986, lors d'un stage à Antenne 2, elle entre dans le bâtiment comme on entre dans une maison dont on ne sait pas encore qu'elle vous gardera 35 ans. Puis vient FR3, les piges, le journal du soir, ce 19-20 où la télévision ne pardonne ni l'hésitation ni l'approximation. L'année suivante, Antenne 2 lui confie la météo. Pour certains, c'est une porte légère. Pour elle, ce sera un tremplin. La météo n'est pas seulement une carte et des températures. C'est un rendez-vous intime, un art bref où chaque seconde compte. Sophie Davant y impose une présence, un sourire net, une diction propre, une manière de ne jamais s'excuser d'être là. Est-ce ainsi que naissent les figures populaires, sans fracas, par addition de soirs, de regards et d'habitudes? En 1992, elle devient responsable du service météo de France 2. Le détail pourrait sembler administratif, il dit pourtant beaucoup. Derrière l'image solaire, il y a déjà une professionnelle qui dirige et décide. Elle restera associée à cet exercice jusqu'en 2006, assez longtemps pour devenir un repère, mais pas assez pour s'y enfermer, car Sophie Davant n'a jamais supporté d'être réduite à un seul décor. Très vite, elle glisse vers le divertissement et les magazines. Aventure Voyage, Télématin, Fort Boyard avec Patrice Laffont, son nom circule d'un plateau à l'autre. Elle apprend la souplesse, le direct, le sourire sous pression, la formule qui relance. Fort Boyard lui donne une autre couleur, plus vive, plus joueuse, moins institutionnelle. La télévision française découvre une animatrice capable de passer de la rigueur au mouvement sans perdre cette autorité douce qui deviendra sa marque. Puis vient le temps des formats qui s'installent. Tout un programme, devenu « C'est au programme », transforme ses matinées en territoire familier. Chaque jour, Sophie Davant reçoit, interroge, plaisante, tranche parfois. Elle n'est pas seulement celle qui présente. Elle imprime un rythme, une humeur, une façon d'habiter l'écran comme on accueille chez soi. Ce succès, pourtant, contient déjà sa future faille. Plus une personnalité devient familière, plus le public croit la posséder. Et que se passe-t-il lorsque celle qu'on croyait sage commence à montrer ses angles? Le succès de Sophie Davant ne s'est pas construit dans le bruit, mais dans la durée. C'est peut-être ce qui le rend plus singulier. À la télévision, les carrières flambent souvent vite, puis s'éteignent dans le silence. La sienne, au contraire, s'est déposée couche après couche dans la mémoire collective. Elle a traversé les générations, les décors, les directeurs, les modes, sans jamais disparaître tout à fait. Avec « C'est au programme », elle devient une présence du matin, presque une habitude domestique. On allume le poste, elle est là. Elle parle santé, cuisine, culture, famille, consommation. Rien de spectaculaire en apparence. Pourtant, dans cette apparente simplicité, elle impose une forme de pouvoir, celui de rendre le quotidien regardable. Elle n'a pas besoin d'un grand événement pour exister. Elle sait tenir une table, relancer un chroniqueur, glisser une ironie, calmer une séquence trop molle. Mais cette aisance a un prix. Plus elle paraît naturelle, moins on mesure le travail. Plus elle dure, plus on la croit interchangeable. Sophie Davant devient ce visage que l'on connaît trop bien, donc que l'on juge plus durement. Un mot de travers, une moue, une remarque un peu sèche, et les réseaux sociaux se chargent du procès.
Était-elle drôle ou condescendante? Franche ou blessante? Spontanée ou imprudente? La ligne est fine, et elle la franchira parfois. En 2010, lorsqu'elle reprend toute une histoire après Jean-Luc Delarue, le registre change. Elle entre dans l'intime. Face à elle, des vies cabossées, des secrets de famille, des blessures qui cherchent une phrase pour tenir debout. Là, son image se nuance. Elle n'est plus seulement l'animatrice brillante des matinées, elle devient une confidente de plateau. Elle écoute, reformule, accompagne. Son ton direct, parfois critiqué ailleurs, trouve ici une utilité. Il évite la mollesse, oblige les récits à avancer. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Ou parce que Sophie d'Avant, justement, n'a jamais vraiment cherché à devenir lisse. Dans la vie de Sophie d'Avant, l'amour n'a jamais été un décor secondaire. Il a avancé à côté de sa carrière, parfois dans l'ombre, parfois sous les projecteurs, toujours avec cette pudeur étrange des femmes publiques qui savent que chaque confidence peut devenir une étiquette. Pierre Sled fut l'homme de la longue histoire. Leur mariage, célébré en 1991, appartient à une époque où Sophie d'Avant construit encore son ascension télévisuelle, tandis que lui s'impose aussi dans le journalisme et l'audiovisuel. Ensemble, ils forment un couple solide, reconnu, presque institutionnel. 2 enfants naissent de cette union. Nicolas, en 1993, puis Valentine, en 1995. Derrière les plateaux, les directs et les agendas tendus, il y a donc une famille, un rythme, une maison à tenir debout. Pendant plus de 20 ans, leur histoire accompagne la trajectoire de Sophie. Mais les couples célèbres ont une fragilité particulière. On les croit protégés par leur réussite, alors qu'ils sont parfois épuisés par elle. Que reste-t-il d'un amour lorsque chacun devient le témoin de la métamorphose de l'autre? Que deviennent les promesses quand les vies professionnelles prennent toute la place? En 2012, la séparation avec Pierre Sled marque une césure. Elle n'efface pas les années, elle les referme. Sophie d'Avant n'est plus seulement l'animatrice installée. Elle devient une femme qui doit recomposer son intimité sous le regard d'un public qui croit tout savoir. Et c'est souvent dans ces moments-là que les rumeurs se précipitent, comme si le silence d'une femme connue devait absolument être rempli par les autres. Peu après, son nom est lié à celui d'Éric Orsena. L'écrivain, académicien, figure brillante du monde des lettres, apporte à cette parenthèse une aura très différente. Leur relation, entre mars 2012 et septembre 2013, attire l'attention parce qu'elle réunit 2 univers, celui de la télévision populaire et celui de la littérature consacrée. L'histoire est brève, mais elle intrigue. On y projette du romanesque, de l'esprit, peut-être même une revanche élégante après la fin d'un mariage. Pourtant, cette liaison ne devient pas un nouveau socle. Elle reste une traversée, intense mais courte, comme certaines rencontres qui éclairent une période sans prétendre bâtir une vie entière. Sophie d'Avant ne s'y attarde pas avec fracas. Elle continue d'avancer, de travailler, de sourire à l'antenne. Le public voit la surface. La femme, elle, garde pour elle les zones plus fragiles. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind,
lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Pour beaucoup, ce départ ressemble à une décision risquée. Pour d'autres, à une erreur de stratégie. Le choix n'était pourtant pas seulement artistique. Sophie Davant se retrouve face à une contrainte implacable. Continuer la télévision ou tenter l'aventure de la radio, les deux horaires devenant incompatibles. Elle opte pour Europe 1, avec Sophie et les copains. Le pari est audacieux. Il a même quelque chose de romanesque. Quitter une maison triomphante pour une voix, un autre rythme, une autre intimité. Mais le public ne pardonne pas toujours aux figures installées de vouloir changer de scène. Son départ laisse un goût amer. Elle dira sa déception, son sentiment de ne pas avoir été suffisamment soutenu, presque d'avoir été traité comme un élément du décor après 35 ans de fidélité. L'expression est violente. Un meuble. Elle frappe parce qu'elle révèle une blessure plus profonde que la simple fin d'un contrat. Comment accepter d'avoir incarné une chaîne si longtemps et de se sentir soudain déplacé comme un objet devenu encombrant? Cette blessure rejoint une autre confidence, plus ancienne, plus grave dans ce qu'elle raconte du pouvoir. Sophie Davant a confié avoir été sidérée, au moment où elle demandait une augmentation, par une réponse qu'elle a vécue comme discriminatoire. Son mari gagnait déjà bien sa vie. La phrase, si elle a été prononcée ainsi, dit tout d'une époque où le salaire d'une femme pouvait encore être ramené à la réussite d'un homme. Et l'on comprend mieux pourquoi, derrière le sourire poli, la colère n'a jamais totalement disparu. Pourtant, Sophie Davant n'a pas toujours été seulement victime du système. Elle en a aussi connu les codes, les avantages, les angles morts. C'est ce qui rend son personnage plus intéressant. Elle n'est ni une héroïne sans défaut, ni une femme injustement attaquée par principe. Elle est une professionnelle puissante, parfois cassante, parfois blessée, qui a appris à parler fort dans un univers où l'on écoutait d'abord ceux qui occupaient déjà la place. Ses déclarations sur certains anciens collègues ou sur son environnement de travail ont parfois heurté. Des mots durs, des jugements tranchants, une absence de filtre qui alimente les critiques. Le public aime les personnalités sincères, mais il exige d'elle une douceur permanente. Or, Sophie Davant ne se présente pas comme une sainte. Elle coupe, elle répond, elle règle parfois ses comptes. Est-ce de l'orgueil ou la fatigue d'avoir trop longtemps souri quand il fallait se taire? Après affaire conclue, elle tente d'autres formats. En bonne compagnie sur France 3, puis la radio, puis Danse avec les stars en 2025. L'élimination rapide de l'émission de danse n'a rien d'un triomphe, mais elle dit une chose. Sophie Davant refuse l'immobilité. Même contestée, même déplacée, elle préfère encore se risquer au faux pas plutôt que de rester prisonnière de sa propre image. Les polémiques autour d'affaires conclues ont cristallisé cette ambiguïté. Dans cette émission où des anonymes venaient vendre un vase, un bijou, une commode héritée ou un objet sauvé d'un grenier, chaque remarque pouvait devenir une affaire. Un sourire appuyé, une ironie, une phrase mal reçue, les réseaux sociaux transformaient aussitôt l'instant en verdict. On lui reprochait parfois un ton condescendant, des piques trop sèches, une manière de regarder les vendeurs comme si elles tenaient la scène depuis trop longtemps pour encore mesurer leur gêne. Mais réduire Sophie Davant à ses critiques serait trop facile, car son talent, justement, réside dans ce mélange instable. Elle peut agacer et captiver dans la même séquence. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars.
Even the birds fell silent when he passed. Elle n'a pas cette neutralité lisse des animateurs qui traversent l'écran sans laisser de traces. Elle marque, elle imprime, elle provoque une réaction. À l'époque des personnalités calibrées, cette imperfection devient presque un luxe, mais un luxe dangereux. Son image a aussi souffert de ses propres mots. Lorsqu'elle évoque son départ de France Télévisions, lorsqu'elle dit son amertume, lorsqu'elle laisse entendre qu'elle n'a pas été considérée à la hauteur de son engagement, elle touche un nerf sensible. Certains y voient la colère légitime d'une femme fidèle à une institution qui l'aurait mal récompensée. D'autres y lisent le ressentiment d'une star qui supporte mal que la machine continue. 35 ans, ce n'est pas une ligne sur un CV, c'est une partie de vie. Quand un tel lien se défait, il ne s'agit jamais seulement d'antenne ou de contrat. Il y a une humiliation sourde, celle de découvrir que l'on peut être remplacé, commenté, déplacé, même après avoir donné tant d'heures, tant de matins, tant de visages. Dans cette période, William Emergy devient plus qu'un compagnon amoureux. Il représente une continuité. Lui aussi connaît les plateaux, les fidélités télévisuelles, les gloires du matin et les sorties moins élégantes. Entre eux, l'amour se nourrit d'une mémoire commune du métier. Ce n'est pas une romance hors sol, c'est une alliance entre deux survivants d'un monde médiatique qui a changé plus vite qu'eux et peut-être contre eux. À la fin de 2025, la fameuse demande en mariage attribuée à William Lémergie fait exploser les commentaires. Certains veulent y voir l'aboutissement d'une histoire attendue depuis 30 ans. D'autres soupçonnent une mise en scène, un geste trop parfait pour être entièrement innocent. Sophie, elle, laisse vivre la rumeur avec cette prudence des femmes qui savent qu'une confirmation trop nette offrirait leur bonheur en spectacle. En 2026, elle parle encore de leur lien avec tendresse, mais sans livrer toutes les clés. Le projet Ripley, annoncé pour le début 2027, ajoute une mise en abîme fascinante. Deux figures de télévision jouant une histoire aspirée par leur propre amour. Faut-il y voir une preuve, une audace, une manière de reprendre possession du récit? Peut-être. Ou peut-être simplement le signe qu'à cet âge, Sophie Davant n'a plus envie de séparer si strictement la vie, la scène et le cœur. C'est là que son portrait devient le plus vivant. Elle n'est plus seulement l'animatrice que l'on juge. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed.